Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dimanche 16, c'est avec beaucoup de ravissement que nous vous retrouvons dans cette émission, le Club de l'actu, qui revient sur l'actu majeure de la semaine. Et ce qui domine l'actualité de cette semaine, c'est bien cet homme que nous recevons ce soir sur ce plateau. Et son cas, en tout cas, continue d'occuper le devant de l'actualité. Il était activement recherché par les services de sécurité, poursuivi dans une affaire de coups et blessures sur la personne de l'opérateur économique Mamadou Julde Baldé. Et son domicile avait été perquisitionné, lui-même placé sous mandat après avoir été entendu. Il a été jugé, condamné à 18 mois de prison avec sursis assorti du paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens. L'honorable Ousmane Gawal sort de 2 semaines tumultueuses. Nous le recevons ce soir sur ce plateau. Il est notre invité. Dans la deuxième partie, on parle de ce produit qui est administré par des médecins guinéens à des femmes en travail pour, dit-on, accélérer le processus d'accouchement, mais qui en réalité est un produit destiné à lutter contre l'ulcère. Docteur Mandjou Moro Sidibé, il est gynécologue accoucheur, président de l'ordre préfectoral des médecins de Kankan et surtout président du comité guinéen de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Il est de passage ici à Conakry. Nous le recevons en fin d'émission. Il viendra donc nous parler des méfaits de ce produit. Bienvenue à tous. Pour faire le débat, pour interroger nos deux invités, nous avons fait appel à Talibé Bari, directeur de la radio Cité FM et du journal La République. Bonsoir, M. Bari. Bonsoir, monsieur. Sur ce plateau également, M. Mamadou Ouri Diallo de la télévision Gangan TV. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, Bokar. Et le co-animateur de cette émission, qui n'est plus à présenter, Mohamed Mara, journaliste à Espace FM. Mara, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, honorable Ousmane Gawal Diallo. Bonsoir. Bienvenue. Pour commencer, première question, Talibé Bari. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, vous avez l'air plutôt souriant. Est-ce que ces 2 semaines d'agitation autour de votre personne ne vous auraient-elles pas alors affecté tant soit peu? Non, on est toujours affecté d'une épreuve, quelle qu'elle soit. On aurait pu se passer de ça, de cette forme de publicité. Cependant, il y a toujours des expériences qu'il vaut mieux vivre d'une certaine manière. J'étais quand même soulagé qu'on ne m'ait pas accusé de tentative de coup d'État, d'assassinat, d'une certaine forme de choses qu'on aurait pu mettre chez moi. J'ai vu cette déferlante de gendarmes dans mon domicile à la recherche d'armes, dit-on. J'étais très heureux qu'ils n'aient pas trouvé même mon domicile, parce qu'ils ont été de perquisitionner le domicile de mon père, qui n'est pas le mien. Donc j'étais très heureux de cette forme-là, qu'on ne m'ait pas accusé d'autre chose. Et puis heureux aussi de la manière par laquelle le procès s'est déroulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu étayer avec des faits, des preuves, l'accusation. Et ça, c'est très confortant. Déçu par le résultat du verdict, qui malgré tout, en l'absence de la victime, en l'absence d'un avocat, en l'absence de certificat médical qui justifierait les blessures, on condamne quand même un député pour coups et blessures alors qu'il n'y a rien qui apporte des éléments pour crédibiliser cette version dont on ne sait pas d'où elle a été tirée, parce qu'en définitif, la victime n'a jamais expliqué ça ni à la barre, ni dans une radio. Et que quelque part, j'ai assisté à 2 semaines extrêmement difficiles du point de vue psychologique, mais c'est 2 semaines qui nous permettent aussi de grandir dans l'espace politique. Vous en sortez renforcé? Absolument. Ou atteint? Non, pas atteint, déterminé. Plus que jamais, je comprends les failles de ce système. Plus que jamais, je suis persuadé qu'Alpha Condé n'est pas la solution pour faire respecter les lois de la République, pour respecter les lois de la République, pour construire cette démocratie. Donc, plus que jamais, mon engagement est intact et redoublé parce que je comprends tout ce qu'une absence de contrôle, une absence d'institutions fortes peut engendrer dans un pays. On a vu le président Kori Kondiano de l'Assemblée nationale bêcher l'échine, se courber quasiment, ou j'aurais même dit se mettre à plat ventre devant d'autres institutions de ce pays, alors qu'il lui suffisait de lever le doigt pour rappeler à l'ordre l'institution judiciaire, l'institution exécutive, pour leur dire attention, nous avons mis dans nos lois des formes d'arrestation, des formes de poursuite, des formes et des exigences de procédure. Il faut les respecter. En dehors de cela,
je vous interdis de pourchasser un député comme un criminel, comme un citoyen ordinaire. Je pense que le président de l'Assemblée, à travers son silence, a fini de tuer l'Assemblée nationale guinéenne. Elle n'existe absolument plus. Nous allons maintenant dans cette chambre d'enregistrement, mais elle ne jouera plus jamais un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie de notre pays. Est-ce que ce n'est pas parce que ce qui vous était reproché n'était pas, disons-le, digne de la conduite d'un député? Il n'y a pas de conduite digne d'un député. Un député, on aurait pu avoir des députés assassins. Mais ça n'empêche, même s'il était assassin, si la loi dit qu'avant de le déférer, il faut passer par tel, il faut respecter la loi. Même quel que soit le crime auquel on le reproche, quel que soit l'événement, c'est très important. Il ne faut pas juger. Le législateur, quand il disait, si c'est un député, voilà, il faut respecter ça. Il sait pourquoi il a dit. Cela n'enlève en rien le fait que le crime doit être puni, que le député doit être poursuivi. Il y a des procédures, il faut les faire respecter. Et c'est comme ça qu'on bâtit les institutions fortes. Je voudrais juste faire remarquer que, voilà, on a déjà vu des assemblées ailleurs où les députés se donnent des coups de poing un peu partout, donc ça peut arriver. Mais je veux savoir, honorable, comment est-ce que tout cela est arrivé? Parce que tout est parti du fait que vous êtes allé chez Julde Diallo dans son bureau. Pourquoi êtes-vous allé là? Et puis, est-ce que vous lui avez en fin de compte jeté ce verre d'eau, oui ou non? Ce fameux verre. Non, d'abord je ne suis pas allé. J'ai été invité à venir. Je ne quitte pas la banlieue, hein, je ne quitte pas son foyer. Vous n'êtes pas allé de vous-même, vous y avez été appelé? Je suis allé de moi-même, mais sur invitation, sur rendez-vous. Je suis allé après avoir été invité par Julde lui-même de venir récupérer un véhicule. Donc il vous a appelé? Il m'a appelé et il faut savoir que ce véhicule, je l'ai suivi. J'ai été il y a 1 an, j'ai été convié pour la première fois pour venir chercher un véhicule. Et puis j'arrive, le véhicule ne vient pas. La deuxième fois, c'était au mois de février. Le véhicule n'a jamais été livré. Et puis au mois d'avril, à ce moment-là, le jour qu'il m'avait demandé pour venir prendre le véhicule, j'étais déjà en France. Il me dit que le véhicule, il a sorti, il est stationné dans sa cour. J'ai amené un collègue député pour récupérer le véhicule, il n'y avait pas de véhicule. Donc on a échangé plusieurs fois, je lui ai dit vraiment, il faut qu'il arrête de me faire jouer. Si tu fais des commandes de véhicules, ce n'est pas des cacahuètes, ce ne sont pas des cacahuètes. Tu commandes un véhicule, tu sais à quel jour on te livre, tu sais par quel bateau il vient. Je dis, moi en tant que particulier, quand j'achète une voiture en Europe, je sais à quel jour il arrive en Guinée. Lui, il commande 200 véhicules, il ne sait pas à quel jour ça arrive. Je dis non, il faut arrêter. Il ne faut pas dire aux députés tel jour, tel jour, tel jour. Donc, ce n'était pas bien. Et la dernière fois, j'ai suivi un bateau dont il m'a donné le code tracking, que j'ai suivi à travers les déplacements, même quand il s'arrêtait au Sénégal et tout, je suivais. Et puis lundi, il est accosté à Conakry. Le bateau a été débarqué le mercredi. J'ai été au port pour vérifier effectivement qu'il a un stock de véhicules là-bas. Nous avons suivi tout le processus de dédouanement jusqu'au mercredi soir, jeudi, où les véhicules ont été débarqués dans son parking à la cité de chemin de fer. J'ai envoyé des gens vérifier. Donc j'ai suivi tout ça. Donc quand jeudi, je suis passé le voir chez lui. Nous avons convenu de ne pas venir récupérer le vendredi parce que le vendredi, il y aurait beaucoup de députés qui viendraient, donc de passer le prendre le samedi à 16h. Donc tout naturellement, j'ai commandé des accessoires pour le véhicule, l'autoradio, le pare-choc, tout. Et j'ai été surpris de voir qu'au fait tout ça, c'est du faux. Il n'y a pas de véhicule. Alors, vous pouvez me dire, non, tu n'as pas le droit de t'énerver, tu es un super homme, un super député. Non, un député n'est pas... C'est quelqu'un qui vit aussi... C'est voilà. Et donc, sur le champ, j'avais un verre d'eau, je l'ai versé l'eau. Et non le verre d'eau. Non, non, je l'ai juste versé l'eau, je l'ai laissé en train de se sécher. Et puis les gens nous ont dit, non, c'est pas la peine, restez tranquille. Nous, bon, on est resté 15 minutes à faire des conciliabules. Après, je suis parti, tout naturellement. J'ai été donc surpris d'apprendre que je lui ai fracassé le visage avec un verre, qu'il a une balafre au niveau de la joue, qu'il a une bonne coupure sur la main, et que je serais venu avec des bodyguards qui gardaient la route, et que ma voiture était allumée et attendait mon départ, et que je suis parti en courant. Et tout cela vous a été dit au tribunal? Non, oui, mais enfin, non, ça n'a pas été répété au tribunal, heureusement. Mais ça a été dit dans la presse. Et j'avais même écouté la déclaration du procureur général quand il est passé à la télé, où il disait tout ça à l'affirmatif. Il n'a même pas pris le soin de dire selon la victime. Le procureur était affirmatif. Il parlait comme s'il était témoin des faits. Or, dans cet événement que ça se passait, j'étais seul face à Julde. Il n'y avait ni témoin. Et Julde n'avait rien dit. Et moi-même, je ne m'étais pas expliqué. Donc, je vois tout ça dans la presse. La première réaction que j'ai eue quand j'ai lu ça dans la presse, c'est de dire, attention, si vraiment on me dit que j'ai fait ça de ce gars, il y a un problème. J'ai donc mobilisé. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre entretien avec M. Julde
ne s'est passé en la présence de personne. Personne, on n'était que deux. Et il n'y a pas eu de coups et blessures, il n'y a pas eu de violence physique. Même quand je l'ai versé l'eau, le gars, il ne m'a pas jeté il n'a pas eu de gestes violents vis-à-vis de ma personne. Donc, voilà. Donc il n'y a pas eu de violence. Mais la manière par laquelle ça a été traduit, ça m'a moi-même inquiété. Parce que tout de suite après, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, écoutez, j'ai eu une altercation verbale avec ce monsieur, on me présente comme quoi je l'ai violenté, allez le voir. Voir si vraiment il a eu des... Ça, moi, je suis parti. Je ne me rappelle pas d'avoir blessé quelqu'un. Donc, les gens vont le voir. Bah, ils constatent qu'il n'est pas blessé. En tout cas, sur les parties qui étaient indiquées sur les photos qui fuitaient sur Internet. Bah, je dis, bon, écoutez, maintenant, je ne vais rien dire. Je vais attendre que lui-même il sorte dans la radio et tout, dire qu'il a eu ça. S'il n'a pas ça, les journalistes vont voir. Mais il n'a rien dit. Mais on a continué cette cabale médiatico-judiciaire avec les tirs dans mon domicile, la perquisition, cette brale de communication qui essayait de faire de moi ce petit diablotin qui empêche de tourner, qui serait violent, etc., etc. Donc on en a fait une caricature extraordinaire. Mais voilà, finalement, comme ça tout s'emballait, j'ai décidé de rester calme chez moi et d'attendre que la machine médiatique s'arrête pour aller faire face à la justice sans aucune autre forme de forfaiture. Maintenant. Alors, vous avez parlé de votre domicile. Moi, j'aimerais qu'on lève un peu l'équivoque parce qu'il y a un point de droit quand même qui pose problème, justement au sujet de votre domicile. Parce que lorsqu'il y a délit, le tribunal territorialement compétent, c'est le tribunal de lieu, soit de commission du dit délit, ou le tribunal du domicile, au moins. Mais dans votre cas, vous parlez de Symphonia, tant que votre domicile, mais on sait aussi, je crois qu'il y a le domicile familial du côté de Dabandou ou de Bessia. Mais on a quand même, moi j'étais un peu étonné de voir que c'est le tribunal de Mafanko qui a été saisi de votre cas. Il y a beaucoup d'anomalies il y a beaucoup d'anomalies dans la procédure. Lorsque la gendarmerie nationale, le haut commandement a été informé de cet fait, il semble que le haut commandement a été saisi par la présidence. Oui, ça c'est clair. Vous le confirmez? Oui, ils ont été saisis par la présidence et ils ont reçu ordre de fermer, d'accroître la surveillance territoriale pour m'inviter de m'enfuir. Alors, au lieu d'appeler une gendarmerie de Kaloum pour venir faire les constats, on a appelé la gendarmerie du PM3 qui est à Matam, dans une autre commune. Effectivement, Matam rend compte juridiquement à Mafanko, qui est le tribunal. Mais, alors, Mafanko, le PM3 a une compétence nationale. Ils peuvent aller faire des investigations n'importe où. Tout comme la DPJ. Cependant, comme vous l'avez souligné, le tribunal de jugement devrait être celui de la résidence soit de la victime, soit du prévenu, soit du lieu d'arrestation du prévenu. Si on m'avait arrêté dans Kaloum, on aurait considéré. Mais le fait que je sois venu me livrer au procureur, il a considéré, bon, il m'arrête. Comme il est. Ça devait, pour justifier, il dit, bon, je te mets en détention. Pour justifier que c'est lui qui doit juger le problème. C'était une arrestation. Ben oui, mais ce n'est même pas une arrestation. Je suis venu de moi-même, librement avec mes avocats pour faire face. Mais ils ont tout violé dans ce procédé. Alors il invoquait dans le tribunal les flagrants délits. Effectivement, le flagrant délit, c'est lorsque le fait se commet à l'instant. Ou dans un temps très voisin. Très voisin, qui peut aller jusqu'à 24 heures. Mais lorsque 10 jours s'écoulent entre les faits et le jour de rendez-vous, il n'y a plus de flagrant délit. À ce moment-là, il était nécessaire de faire face à un juge ou à un juge d'instruction si la victime s'est constituée en partie civile. Ce qui n'était pas le cas dans ce procès. Mais l'État voulait coûte que coûte en découdre. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont même pas gênés. J'ai entendu le ministre, avec beaucoup de légèreté, le ministre de la Justice, attaquer en disant que sans aucune plainte, l'action publique va se poursuivre, comme si c'était un crime. Et puis le procureur n'est pas compétent pour juger un fait aussi banal. C'est un juge d'instruction qui est nommé ou un juge ordinaire lorsqu'on n'est pas participant, le procureur de la République qui n'est compétent que pour des cas de crime. Mais il y a tout un ensemble de violations. Cependant, quand on est arrivé hier au tribunal, il fallait éviter de soulever beaucoup d'exceptions parce qu'ils s'attendaient à ça. Qu'on soulève des exceptions de nullité, ce qui allait les permettre de me garder en détention provisoire pendant très longtemps. Et de faire perdurer le procès. Exactement. Donc on n'est pas tombé là-dedans. On a laissé toutes les exceptions de nullité, que tout qui était patent. Et on a dit, bon, on va aller dans le fond, on va juger, on va demander un verdict, on ne va pas se permettre d'aller plus loin. Et on revient sur ce qui s'est passé au bureau de Ousmane, plutôt de Mamadou Djouldé. Vous avez parlé de ces images qui ont circulé sur le net. Et pour vous, est-ce que c'était des images tronquées, falsifiées? D'après ceux qui l'ont vu, oui, c'est des images falsifiées. Moi, je n'avais jamais eu de l'altercation ou de blessures sur Djouldé quand je partais. Je ne l'ai pas revu après. Mais ceux qui l'ont vu, on dit clairement qu'il ne portait pas de stigmate de blessure. Pas la moindre égratignure. Pas du tout. Et d'ailleurs, le certificat médical qui a été brandi au tribunal, même s'il était faux,
n'a pas indiqué qu'il avait une balafre au niveau de la joue. On dit qu'il a plusieurs blessures et des stigmates, des ecchymoses sur le visage. Or, même sur la photo, il n'y a pas plusieurs ecchymoses et des blessures sur le visage. On dit que sur la main, il a des égratignures même dans la paume, alors qu'il tenait un téléphone. Quand j'étais là, il tenait un téléphone. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis après, on a dit, écoutez, s'il y a eu un verre qui a été jeté et cassé, quand des gendarmes arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent d'abord les tessons qu'ils devraient nous amener au tribunal pour dire, voilà, quand on est arrivé, voilà le verre qui était cassé. Voilà les débris qu'on a trouvés, mais il n'y avait rien de tout ça. Bien. Toujours sur ce point de droit, parce que moi j'y tiens beaucoup. Aujourd'hui, il y a débat dans la cité, essentiellement à cause de votre statut de député qui vous confère, au titre de l'article 65 de la Constitution, une immunité. En votre qualité de député, l'alinéa 4, justement 3 et 4 de ce même article, précise qu'en période hors session, pour que vous soyez poursuivi, pour qu'on vous fasse des enquêtes, pour que vous soyez arrêté ou détenu, voire jugé et condamné, il faudrait que le bureau de l'Assemblée nationale, qui comporte aujourd'hui 14 membres, dont 2 de l'opposition, soit saisi et que lui s'exprime. Est-ce que dans votre cas, cette clause-là a été respectée? De l'autre côté, il est également précisé dans la Constitution que l'Assemblée nationale peut même mettre fin aux poursuites. Est-ce qu'il y a eu une tentative, notamment de votre parti, de faire appliquer ces règles-là de droit? Oui, non seulement il y a eu une tentative, mais le président Korikondiana était lamentable. C'est le mot. Il était extrêmement lamentable sur cette affaire. Les gens sont allés lui dire, attendez, ne regardez pas Gawal. Regardez le député. Il y a des règles dans notre droit, faites-les respecter. Aujourd'hui, c'est lui qui en profite. Mais demain, c'est quelqu'un d'autre qui en profiterait. Vous avez tout à gagner en faisant valoir les principes de droit. Il dit que lui, il y a une séparation des institutions, le pouvoir judiciaire, c'est ça, mais il dit que ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas d'aller empiéter, il s'agit de faire valoir ce que le pouvoir vous donne comme, la loi vous donne comme possibilité. Vous pouvez arrêter cette procédure, demander à ce qu'on vous saisisse. Vous avez 12 personnes dans le bureau de l'Assemblée. Donc, si l'État veut que vous éleviez l'immunité, vous pouvez le faire à l'instant. Vous êtes 12, on est 2. Mais il a dit non, lui, il s'en fiche de ça, et que Gawal aille se débrouiller là-bas, et tout, lui, il ne parlera pas. Donc, il a été extrêmement effacé. Et je pense que cela a permis de constater qu'il n'est pas à la hauteur d'assumer les charges de président de la République. À ce niveau, est-ce qu'en interne à l'Assemblée nationale, vous pouvez déclencher un mécanisme justement qui Non, malheureusement, il perd toute crédibilité à nos yeux, mais on ne peut pas la lever parce que le président de l'Assemblée est élu pour la législature. Absolument. Et donc là-dessus, pour nous, il n'est plus un interlocuteur viable. Ce n'est plus un président respectable de notre institution. Est-ce qu'à un seul instant, M. Djoulde a déposé plainte? Écoutez, bonne question. Est-ce que cette plainte vous a été montrée? Est-ce que, à un moment, avant votre détention et après votre libération, vous avez échangé avec M. Djoulde? Non, on n'a pas échangé. Ouais. Cependant, lorsque j'ai dit à mon père d'aller vérifier avec certains, il a appelé beaucoup de notables, des commerçants, des opérateurs économiques. Beaucoup de gens sont allés le voir pour dire, écoute, s'il y a eu un problème entre vous, nous souhaitons que vous en arrêtiez là. Il dit non, il y a une dispute. Mais franchement, je n'ai pas porté plainte contre lui, je ne porterai pas plainte contre lui. Il a dit ça. Bon, c'est ce qui a permis au président de l'UFDG, dans une déclaration, de dire qu'il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plaignant. Cependant, quand moi j'ai été à la gendarmerie, on m'a montré un document en disant que c'est Djoulde, m'a montré le procès verbal et une plainte. Voilà. Et un certificat médical en disant que c'est Djoulde qui l'a fait. Mais est-ce que c'est lui qui l'a fait? Est-ce que c'est sous sa signature? Je n'en connais rien, je ne connais pas la signature. Mais lui-même, il n'a jamais contesté. Non, il a toujours dit qu'il... Non, ce que je sais de ce qu'il a dit devant cette communauté, parce qu'il ne s'est jamais exprimé publiquement, il a dit qu'il n'a pas porté plainte et qu'il ne portera pas plainte. Cependant, il en a informé les autorités, parce que c'est quelque chose qui s'est passé entre vous deux. C'est clair que c'est lui qui a déclenché le mécanisme. Le mécanisme, d'abord en faisant croire que je suis venu l'agresser, en faisant croire que je suis venu avec des bodyguards pour faire ça. Donc tout ça là... Est-ce que, honorable, je pense qu'à un moment donné... Est-ce que vous avez cherché à savoir quelle est l'autorité ou la première personne que M. Djoulde pourrait avoir appelé? Il a appelé le chef d'État. Il a appelé le chef d'État. Qui était à Dakar. Qui était à Dakar, et c'est lui qui a enclenché par le commandant de la gendarmerie. C'est lui qui a demandé de faire toutes ces mesures contre moi. Mais tout le monde connaît l'amitié que j'ai avec Alpha Condé, qui n'a rien à voir avec le terrain judiciaire. Je n'ai aucune amitié particulière pour l'homme et ses actions. Qui est votre meilleur ennemi? Non, ce n'est pas une question d'ennemi, c'est un adversaire. Monsieur Gawal, peut-être je voudrais vous poser cette question. On sait qu'il y a des agents qui ont débarqué chez vous. Est-ce que, à votre avis, l'objectif
premier? Parce que nous avons appris que des gens vous ont appelé pour vous dire quittez votre domicile parce qu'il y a des gens qui viennent vous chercher. Est-ce que, à votre avis, l'intention qui se cachait derrière cette alerte, c'était de vous pousser à fuir? Oui, mais vous savez, dans un système politique comme la Guinée, les vestiges du PDG sont encore là. On crée une insécurité entretenue autour d'une personne. Alors si dans cette ambiance-là, les populations n'ont pas le temps de tout réaliser, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations, hein, et une fois que cette instrumentalisation a marché, soit on rencontre la personne, on la liquide, ça se passait au temps du PDG, soit on crée tellement de peur autour de lui, dans sa famille, dans le truc. Moi, il est arrivé des moments où, même quand j'allais manger chez les gens la journée, les gens avaient peur de me voir venir manger chez eux, alors que la gendarmerie te cherche, tu es pourchassé, tu comprends? Donc on a créé cette insécurité-là, à la fois pour moi, mais aussi pour mon entourage. À tel point que même ton propre entourage, pour être en paix, ne souhaite que ton départ pour que tu ailles. J'ai dit non. J'ai dit je ne partirai pas. Je ne partirai pas. S'il y a un crime auquel je suis coupable, j'assumerai. Parce qu'on lui donnait en fuite. Vous aurez inspiré. Mais oui, le cas Baouri nous entretient tous. Je pense que le pouvoir d'Alpha Condé, c'est un pouvoir qui veut pousser tous ceux qui contestent à l'exil. Mandian Sidibé, c'était votre bon collègue. Il y a Baouri, il y a Tibou Kamara, il y a aujourd'hui le président Dadis qui a du mal à retourner dans son pays. Il y a d'autres citoyens peut-être anonymes qui sont obligés pour des raisons X ou Y de quitter ce pays. Mais nous n'allons pas tous partir. Nous refusons l'exil. Nous avons décidé de venir en découdre ici sur le plan politique. Nous assumons nos responsabilités, nous assurons nos erreurs aussi. Donc pour moi, il n'était pas question. Bien sûr, cette situation était très difficile parce que vous êtes entouré de gens qui ont quand même peur. Qui ont quand même peur d'être surpris. Quand on dit à la radio, Ousmane Gawal, c'était maître de karaté, il peut tuer tout un bataillon. Et puis on met un bataillon derrière vous. C'est quoi? Si vous rencontrez ce bataillon, ils vont vous molester, vous tuer dans l'esprit, même de façon involontaire, parce qu'on les a dit que vous êtes capable de les neutraliser tous. Mais ils ne vont pas vous laisser le temps de même de vous expliquer, ils vont vous bastonner peut-être à mort, histoire de ne pas vous donner la chance de les taper. Vous comprenez? Donc on a créé les conditions d'une violence potentielle entre la gendarmerie et moi si les gens là m'avaient croisé. Et je pense que c'est un état criminel qui peut procéder de sa sorte, parce que ce n'est pas normal. Moi, si on m'avait adressé une simple convocation, même téléphonique, je me serais rendu. Je ne sais pas tuer quelqu'un. C'est pourquoi moi même si c'était vrai que j'ai voulu vous poser cette question, sur la base de quoi vous êtes allé au PM3? Je suis parti de la base de la plainte, la copie de la plainte qu'on a reçue. C'est-à-dire que le samedi, on a, par d'autres trichements, récupéré la copie de la plainte qui était soi-disant signée par Jules. Je dis à partir du moment où il y a une plainte, on ira répondre. Même sans convocation. Même sans convocation. Moi, il n'avait même pas besoin de me convoquer. Il fallait juste me dire qu'il y a une plainte contre moi. Et pour dire, quand j'ai appris, quand il y a eu l'événement de la nuit, puis le matin de la perquisition, j'ai appelé Maître Alseni Aïssata, qui était à Mamou, pour lui dire, attends, il y a des événements autour de moi. Il y a trop de battage médiatique, il y a ceci, cela. C'est que je voudrais que tu te rapproches des tribunaux de Conakry pour savoir s'il y a quelque chose contre moi. En ce moment-là, il a été à Kaloum, il n'a rien eu. Il a été à Dixine, il n'a rien eu. Il dit non, il n'y a rien. Malheureusement, c'était procureur de Mafango. Parce que pour lui, j'habite ici, à Dixine. Et il sait ça. Donc, il essayait de savoir, est-ce que tu n'as pas eu de trucs à vivre? Je lui ai dit non, j'ai eu des problèmes avec Julde, on a discuté, mais je ne vois pas si c'est lui. Parce qu'il y a ceci, cela. Alors, il essaie de voir comment est-ce qu'il peut entrer en contact. Il a vu le procureur de Conakry, hein, et puis celui de Dixine. On a dit non, parce que tous les deux, on habite à Dixine. L'événement s'est passé à Conakry. C'était tout naturel qu'il chercha au niveau de ces deux tribunaux. Ouais. Mais il n'a pas trouvé. Donc, c'était vraiment un mauvais film. Je voulais revenir à cette affaire de véhicule des députés. Je veux savoir, vous étiez combien dans cette situation, jusqu'à ce que vous soyez un peu à bout de souffle, vu que Julde vous avait fait faire des navettes interminables. Puis deuxièmement, le procureur en voulait assez contre vous, 2 ans, hein, et peut-être que c'était un rêve. Vous en êtes sorti avec 18 mois et sursis. Avec sursis. Hein, mais vos avocats comptent interjeter appel. Est-ce que c'est prudent pour vous, au lieu de tout simplement observer cette prudence-là pendant 18 mois? D'abord, je vais vous dire, il n'y aura aucune prudence. Il n'y aura aucun frein. Il n'y aura que de l'accélération. Il n'y aura rien du tout. Ils peuvent m'arrêter demain. Dès l'instant que je ne suis pas coupable de quelque chose, le régime répressif peut arrêter. Le régime de PDG a arrêté des innocents. D'abord pour les voitures. Donc les véhicules qui sont là, nous sommes une dizaine aujourd'hui qui n'ont pas reçu de voiture. Seulement de l'opposition, oui. Absolument, absolument de l'opposition.
il y a certains députés de la mouvance qui n'ont pas reçu, mais ils n'ont pas reçu leur deuxième véhicule. Vous savez, les membres du bureau du Parlement ont 2 véhicules. Ils ont leur véhicule personnel et un véhicule de fonction. Donc certains députés de la mouvance n'ont pas reçu leur deuxième voiture. Mais nous, ce n'est pas gênant. Vous comprenez, hein? Damaro peut vous dire, je n'ai pas reçu ma deuxième voiture. Ce n'est pas gênant, il a déjà reçu une voiture. Bon, alors tout le reste, les dizaines de députés qui restent là, c'est des députés de l'opposition, exclusivement, qui n'ont pas reçu, sans aucune explication. Une discrimination contre vous? Mais sans aucun doute. Sans aucun doute. Ceux qui sont en charge de ce dossier ne peuvent pas permettre à un type qui est censé livrer des véhicules depuis 1 an et demi, qui a prélevé déjà 2 ans de prélèvement sur nos salaires, et qui est incapable de livrer un véhicule. Attendez, acheter un véhicule, ce n'est quand même pas la mer à boire. Ça dénote de quoi? Ça dénote aussi des dysfonctionnements aussi au sein de la question. Non, c'est pas... Non, la question, attendez. J'ai entendu dans les explications qui ont été données l'affaire de question. Le questeur n'a rien à voir là-dedans. Mais attendez. Non, c'était un faux. Ça, ceux qui ont dit ça ne comprennent pas comment ça marche. L'Assemblée nationale a commandé des véhicules de fonction et pour un certain nombre de voitures de parc de l'Assemblée. Hein, c'est les 14 véhicules là, plus, je ne sais pas, 5 ou 6 autres véhicules pour les personnalités hautes que nous recevons. Ces véhicules sont payés par le budget de l'Assemblée, donc par le questeur. Après, chaque député est allé voir Diouldé pour dire, moi je veux ces voitures, voilà le modèle, voilà ceci, voilà la couleur, voilà ceci, cela. Diouldé dit, bon, la voiture là, vous avez un budget de 48 000 $. Ça, si vous prenez ça, ça va vous coûter 60 000. Je dis d'accord, je paye les 20 000 supplémentaires. Et je prends. Il y en a des députés qui ont fait ça. Qui prennent, si demain je décidais de prendre la V8, je paierais 20 000 $ de plus que la voiture ordinaire, que la Prado. Donc, vous faites un contrat tacite avec lui. Maintenant, à partir du moment où vous choisissez, lui, il envoie les choix là à celui qui vous paye, votre banquier, qui est le questeur, pour qu'il ait l'autorisation de le virer tous les mois. Voilà le travail du questeur. Et ça, c'est déjà fait. Ça, c'est fait. Donc, il ne faut pas dire que ça renvoie au questeur. Si demain, vous allez acheter une maison, vous passez avec le contrat à la banque, vous lui donnez juste l'ordre de virer. Si la banque se contente de virer, s'il y a un problème entre vous et votre fournisseur, vous ne pouvez pas dire non, le banquier, c'est mon problème. Le banquier m'a dit de ne pas te payer. Non, le banquier ne peut pas. Mais les livraisons devaient être effectuées où? Chaque fois que ton véhicule arrive, tu vas chez le fournisseur avec qui tu as contracté, il te donne le véhicule, tu t'envoies. Il n'y a pas de livraison. C'est toi le client. C'est un contrat individuel que nous avons avec le fournisseur. Donc, il est surprenant qu'ils disent que le questeur aurait donné des instructions. Et il faut aussi savoir que le questeur, ce n'est pas le chef des députés, ni le président de l'Assemblée d'ailleurs. Et pourquoi c'est seulement les députés de l'opposition, la question... Mais ils ont choisi un certain nombre de députés de l'opposition aussi. Hein, puis peut-être... Et pourquoi vous... Mais je ne sais pas. Moi, ce qui m'étonne... Parce que vous êtes les plus... Parce qu'on parle de vous, on parle de M. Teliano. Oui, mais qu'est-ce que j'ai avec Teliano Abakar Sylla? Peut-être qu'on est critique. On regarde ça, on fait nos analyses. Mais pour comprendre cette question, je pense que c'est à Diouldé de dire pourquoi il ne nous donne pas nos véhicules. Parce qu'on paye comme tout le monde. Il reçoit le paiement comme tout le monde. Pourquoi il ne nous donne pas nos véhicules? C'est à lui peut-être d'expliquer, c'est pas à nous. Moi, je ne sais pas. Toute cette affaire ne serait pas arrivée si ce marché avait été correctement exécuté. S'il a été exécuté dans la transparence et on avait donné à quelqu'un qui avait la capacité financière de le faire. Parce que vous pouvez avoir des fournisseurs qui n'ont pas la surface financière pour avoir des crédits. Parce que des trucs comme ça, vous payez par lettre de crédit. Vous allez voir un fournisseur, un fabricant d'automobile, vous lui dites je veux tel nombre de véhicules. Cependant, je ne peux pas te payer tout. Mais je te donne une lettre de garantie qui est délivrée par ma banque qui t'assure que par telle période, je te livre les véhicules. Mais vous savez, nos opérateurs économiques, certains d'entre eux n'ont pas la surface financière suffisante ou la crédibilité financière suffisante pour que les banques se permettent de les accompagner. Donc, généralement, ils payent aux à-coups. Dès qu'on les paye, et aussi ils payent. Et souvent, ce qui est malheureux, c'est que quand on les paye, au lieu de satisfaire le client, ils prennent déjà leur marge. Du coup, ils se retrouvent en rupture de trésorerie. Ça peut arriver. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui arrive. Donc, ils ne peuvent plus faire face à la cadence de livraison. Ça peut arriver. Yeah. Mais dans tous les cas, dans le contrat qui est mal exécuté, nous devrions avoir la possibilité, dans les prochains jours, d'avoir une explication devant une institution judiciaire pour qu'on nous dise à quel moment nous devons être livrés et pourquoi on n'est pas livré. D'ailleurs, à la limite, moi, si on m'avait dit que c'est en décembre 2016 que je vais être livré, tant mieux, j'attendrai décembre 2016. Bien. Donc, en clair, il va y avoir une plainte à ce niveau-là. Non, il va y avoir une démarche absolument judiciaire ou de conciliabule pour qu'on comprenne. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas livrés, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va être livré.
Venons-en à présent aux leçons qu'il lui-même tire de cette affaire et aux conséquences politiques de cette affaire. Talibé. Oui, moi j'aurais voulu d'abord poser cette question. On a vu l'opposition décider d'organiser une journée ville morte pour marquer sa solidarité aux députés que vous êtes. Et vos amis de l'UFR se sont solidarisés de cette démarche. Désolidarisés de cette démarche. Qu'est-ce que cela vous a dit? Non, je pense qu'il faut avoir une lecture relative de cet événement. Moi, je suis très heureux de tout ce qui a été entrepris, à la fois par des prises de position individuelles, des acteurs de l'opposition, et même certains acteurs de la société civile, mais aussi des actions de terrain qui ont été engagées par l'UFDG. Donc, je ne vais pas dire que cela est bon, parce que ceci, bon, ils ont leur raison. Ils ont expliqué, je leur donne crédit, qu'ils n'ont pas été associés à la prise de décision et que donc c'est la seule raison pour laquelle ils ne sont pas faits. Donc, ce n'était pas quelque chose pour marquer un recul par rapport à mon soutien. Donc, dont certains d'entre eux, d'ailleurs, se sont exprimés fortement et ont été présents durant toute la procédure, notamment Baïdaribo qui était présent même à la prison centrale. Et donc c'est important que l'on retienne ça. Et le reste, pour des questions d'humeur ou des questions de timing, les uns et les autres ont décidé de ne pas observer la journée de grève. Non, cela n'a pas été dérangeant dans la mesure où notre objectif était atteint, d'alerter à la fois la communauté nationale et internationale sur les risques d'instrumentalisation assez forte qu'il y avait, et nous avons considéré que la journée de mercredi était une réussite absolue pour notre parti. Et c'est ce qui était le plus intéressant. Et mais avec quelques soubresauts par endroit sur l'axe Bambeto, oui, malheureusement, lorsque l'UFDG appelle à des manifestations, même si on demande aux gens de rester à la maison, on va trouver des violences là-dedans. Le problème, c'est qu'on est face à un pouvoir qui, depuis qu'il est installé, essaie de stigmatiser à la fois les militants de l'UFDG et la communauté Peul qu'il dit se revendiquer être de l'UFDG. Donc, il est dans sa démarche. Même quand on faisait des manifestations de l'autoroute, la répression avait lieu à Amdallah ou à Bambeto ou à Cause. Donc, on est habitué à ça. Je dis donc à toutes les provocations qui existent, quand on dit des journées de grève, c'est en Guinée seulement où on dit quand il y a grève, il y a liberté de circulation. Non, quand il y a grève, il n'y a pas de liberté de circulation. Les citoyens ont le droit de circuler, sauf quand on dit grève. Quand on dit grève sur un axe, il n'y a plus de liberté sur cet axe-là. Il faut que les gens comprennent. Ça, c'est le droit. Hein, quand vous dites que vous manifestez aux Champs-Élysées, un automobiliste ne peut pas dire « Ah, moi, je ne manifeste pas, mais je dois circuler ». Non, ça n'existe plus. Le droit de grève est supérieur à cette liberté individuelle qui est octroyée dans toutes les lois du monde. Donc c'est pour ça que quand on annonce un itinéraire, l'itinéraire est cadré, organisé et réservé exclusivement à l'expression publique. En parlant de l'UFR, en fait, en écoutant Tal de l'UFR, je crois qu'il a expliqué le fait qu'ils se sont désolidarisés de cette ville morte appelée par l'opposition. Mais en même temps, il a dit qu'en regardant de près l'acte que vous avez posé en tant qu'honorable, il aurait dû peut-être lui demander qu'on vous débarrasse de votre statut de député. Ouais, je ne sais pas comment vous répondez à cela. Non, à cette position. Je réponds Deuxièmement, vos amis les plus proches, notamment El Hadj Seydou Dalel Diallo et puis le porte-parole de l'opposition, est-ce qu'ils se sont laissés emporter par l'affaire? Est-ce qu'ils ont fait objet de suivisme dans cette affaire? Parce que dès au début, ils ont commencé d'abord par reconnaître le tort que vous avez fait, puis tout simplement dénoncer l'acharnement maintenant que le gouvernement fait autour de vous. Non, je pense qu'il faut distinguer des choses. Tu prends M. Tal, qui est un jeune frère, il ne comprend pas comment ça marche. Moi, je suis désolé, on ne débarrasse pas un député de son manteau. On ne débarrasse pas, déjà. Après, derrière, il dit en regardant de près, mais il ne peut pas regarder de près un événement dont il ignore. Je pense que sur cet affairement, beaucoup se sont laissés emporter en se prenant des postures de juge sur un événement dont ils n'avaient aucune connaissance. Pour Tal, oui, et pour vos amis... Pour Tal, attendez. Parce qu'en prenant la posture de dire « je condamne ce que Gawal a fait », c'est comme s'il savait effectivement que c'est quelque chose qui s'est déroulé, où il avait reçu mon témoignage ou le témoignage de Tal et de Djulde, ce qui n'a pas été le cas. Donc je pense qu'il est allé trop vite, vraiment sur une erreur monumentale, et je pense qu'il fera amende honorable dans les prochains jours. Maintenant, deuxièmement, il faut qu'on sorte de l'idée que lorsqu'on fait une faute, la sanction doit être disproportionnée. Même si j'étais coupable d'avoir administré une gifle à quelqu'un, cela n'est pas suffisant pour dire qu'on va enlever tout le crédit que le peuple de Guinée me donne. Ce n'est pas comparable. Une gifle a une sanction, un assassinat a une sanction, un coup d'État a une sanction. Donc chaque
erreur, chaque faute est proportionnellement à une sanction. Il y a des sanctions, quand il y a des fautes, quand vous les commettez, vous perdez même votre qualité d'électeur et d'éligibilité. Vous comprenez? Tout à fait. Donc on ne peut pas demander de lui enlever le manteau. Je pense que c'était un écart de langage trop. Maintenant, est-ce que les leaders politiques se sont laissés emporter? Au départ, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand on a appris par voie de presse que le monsieur était blessé par un jet de verre, ben ça choque n'importe qui. Moi compris. J'ai été le premier à demander à mon père d'aller voir si effectivement ça s'est passé, puisque je ne l'ai pas blessé. Donc mon père est allé, on en a informé le président de l'IFDG. Il a dit, écoutez, on ne va pas polémiquer, on va aller présenter des excuses. Si c'est arrivé ou pas, ce n'est pas notre problème. Donc c'était la démarche qui a été enclenchée. Cela ne voulait pas dire que j'étais coupable, mais il fallait rechercher l'apaisement. Mais certains ont pris ça comme une évidence. Quand on est allé présenter des excuses, oui, bien sûr, qui s'excuse, s'accuse. Alors que moi, dès l'instant qu'on est allé le voir, constater qu'il n'était pas blessé, je dis laissez toute action, allons à la justice. Puisque je ne l'ai pas blessé, je ne l'ai pas frappé. Donc à partir de ce moment-là, c'est un autre discours. D'autres sont restés sur le fait qu'on est allé présenter des excuses pour considérer que j'étais coupable de quelque chose. Je pense que c'est un jugement qui allait un peu trop vite. Alors, finalement, honorable, quelles sont les leçons que vous tirez disons, de toute cette mésaventure qui a duré une quinzaine de jours? Plusieurs leçons. La première, c'est de comprendre encore que la Guinée est un État extrêmement fragile, parce qu'il crée cette forme d'insécurité, il crée cette forme de violence psychologique autour de ses fils. C'est quelque chose d'intolérable. Depuis 1958, les Guinéens vivent cette situation. Lorsque l'État veut se débarrasser de quelqu'un, on crée les conditions pour l'avoir, pour l'anéantir. Donc tous ces types de complots qu'on monte autour des individus. Et il n'y a pas de petite affaire. L'État se mêle de tout, de ce que nous mangeons, mais aussi de comment nous réglons nos problèmes dans les familles. Je pense que c'est extrêmement grave pour notre pays. La deuxième chose, c'est l'affaiblissement de l'Assemblée nationale, qui n'a pas su prendre la hauteur et assumer sa posture en défendant l'institution qu'elle représente et les lois de la République elle-même, elle vote. Cela a été une faiblesse notoire et par la faute du président de l'Assemblée nationale, notre institution est à revoir dans les prochaines années. Parce qu'elle ne peut plus, et je souhaite d'ailleurs, que quel que soit le résultat des élections à venir, que cette Assemblée soit dissoute. Parce qu'elle n'a plus aucune crédibilité. Il faut la dissoudre pour qu'on ait des hommes nouveaux, des hommes qui sont capables d'incarner cette institution et d'être un contre-pouvoir solide pour faire en sorte que nos institutions de la République marchent. Et ça, je le souhaite vivement, quel que soit le résultat des élections à venir. Il faut que l'Assemblée nationale la disparaisse. Kori Kondiano n'est pas à la hauteur. Ça, c'est vraiment une déception. La troisième chose, je pense que et les médias et les hommes politiques, beaucoup se sont laissés aller très vite. Il faut qu'on apprenne avec le temps de dire nos opinions avec un peu de réserve quand ça se passe. Parce que l'accélération... Je veux juste signaler sur ce que, parce que dès le début, les médias aussi cherchaient à vous avoir tout de suite, mais il se trouve que j'ai volontairement confié plutôt aux médias internationaux qu'aux médias locaux. Non, je n'avais censé passer d'abord, je ne me suis jamais expliqué ni dans les médias internationaux, ni dans les médias ici. Oui. J'ai eu l'invitation de Aboubacar qui m'en a fait. J'ai vu Moussa Moïse qui est allé jusqu'à me voir personnellement. Je lui ai dit non. Je lui ai dit je ne souhaite pas parler d'une affaire qui peut aller en justice dans une radio. Parce que la radio, ce n'est pas le tribunal. Je dis donc, je préfère aller donner ma version dans un tribunal que de donner ça dans un média et vous transformer tous en juges. Parce que si vous commencez à juger une affaire, vous vous faites des partisans et des adversaires. Or, votre rôle est de relayer une information. Donc, je n'ai pas souhaité maintenant. D'autant mieux que mon adversaire aussi, mon accusateur, n'avait pas fait de déclaration dans les médias de cette affaire. Donc, il n'y avait aucune raison d'aller exposer un différend privé dans un média. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la réserve. J'ai dit non, je ne parle pas dans les médias. Et pour une fois, je pense que je vous ai épargné de subir la pression en disant tel a dit ça, tel soutient. Bon, je pense que les médias, il faut aussi les préserver de cette nature-là. Mais pour clore, pour qu'à un moment donné, malheureusement, pris par le temps. Une petite dernière question, s'il vous plaît, à Aboubacar, au député. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui? Parce que vous parlez aujourd'hui, vous évoquez même, vous souhaitez même la dissolution de l'Assemblée. L'histoire même de l'Assemblée, que ce soit populaire au temps de Sékou Touré, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire quand on sait que hier, même des personnes qui étaient détenues par M. Kambouaro ont dû passer s'expliquer devant cette Assemblée? En termes de mémoire, le député que vous êtes, qu'est-ce que ça suscite comme évolution chez vous? Je pense que la Guinée manque de grands hommes pour incarner les institutions que nous sommes en train de bâtir. Monsieur Kori Kondiano, moi dès le début, ce n'a pas été mon choix. Je l'ai dit tout de suite, ce n'est pas quelqu'un que
avec qui j'avais de l'espoir, qui est capable d'incarner. Est-ce que justement en termes de choix, vous avez finalement compris pourquoi Alpha... Oui, on comprend pourquoi Alpha a pris quelqu'un qui ne fait que le dire oui. D'accord. Vous comprenez? Il aurait pu, dans cette circonstance-là, on a vu Biro, qui était très lié avec Lansana Conté, qu'il a fait ce qu'il est devenu. Mais lorsque Lansana Conté a fait arrêter Alpha Condé, le président Biro de l'Assemblée nationale s'est insurgé contre ça, a fait une motion pour condamner l'acte du gouvernement ici par l'ensemble des députés et a démarché l'ensemble des parlements internationaux, de la CEDEAO, de la francophonie, de l'Union internationale parlementaire pour faire condamner l'État guinéen sur ces agissements qui violaient les droits du parlementaire. C'est ce que j'attends. Donc c'était quelque chose de bien. Maintenant, est-ce que ça a abouti à la libération d'Alpha Condé? Non. Est-ce que ça a abouti à lever son immunité? J'allais dire non. Mais ça a permis d'internationaliser le cas d'Alpha Condé partout dans le monde et peut-être lui a préservé la vie. Parce que c'est important de rappeler ça. Je sais que je voulais, non pas que Kori Kondiano se lève pour me défendre sur le forfait pour lequel on m'accusait, mais qu'il défende le député en disant qu'un député ne peut pas aller à la barre. D'ailleurs, quand je suis allé, j'ai mis tous les accoutrements du député. Le macaron, j'avais mon tricolore sur le truc. Le juge a dit non, on ne juge pas le député ici. Pourtant, j'étais député muni de mon immunité. Absolument. Et donc, ça montrait toute la contradiction qu'il y avait entre la volonté farouche d'un pouvoir pour en découdre et mettre quelqu'un de gênant à l'ombre et les manquements qui ont suivi cette procédure qui devait être enclenchée. Donc, c'était très difficile. Pour terminer, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quel va être le prochain combat? Le prochain combat, je pense que nous allons aller dans une situation de débat politique qui va se centrer sur les élections. Immédiatement, les avocats ont fait appel de cette décision. Nous allons poursuivre ça et puis poursuivre l'État guinéen auprès de la CEDEAO pour que la Guinée soit condamnée pour le manquement qu'il a fait à l'observation des règles que lui-même s'est édictées librement. Et je pense que je vais poursuivre ça. Et il n'est pas exclu que les hautes autorités de l'État soient citées vraiment dans ce cas-là, parce que je ne suis pas de nature à baisser les bras. Je ne les baisserai absolument pas dans cette affaire. Il n'y a pas de petit... Parce que demain, n'importe quel policier peut arrêter n'importe quel député. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans une république. Il faut qu'on mette un frein. Il faut que la Guinée soit condamnée pour ce manquement, pour rappeler l'État guinéen à l'ordre, ce que le président de l'Assemblée n'a pas été à la hauteur de faire. Merci, honorable Ousmane Gawal. Merci d'être venu nous voir sur ce plateau. Ce fut un plaisir. Merci. Dans un instant, nous recevons notre second invité.